Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Raphaël et Cécile. Les Françaises et les Français font de moins en moins d'enfants et ils les font de plus en plus tard. Cette baisse de la natalité fait peur et est très médiatisée en France. Récemment, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir se saisir du problème en mettant tout en œuvre pour un réarmement démographique. Cette expression guerrière m'a profondément mise en colère, mais surtout m'a fait peur. Comme si mon utérus ne m'appartenait plus, comme si j'avais un devoir à accomplir, comme si le choix n'était plus vraiment un choix. Je suis une femme, j'ai 32 ans, je suis en couple, je suis stable financièrement et j'adore les enfants. Pourtant, j'hésite à en avoir. Et comme je ne suis pas la seule, j'ai eu envie de creuser la question. Quelles sont les raisons qui poussent les Françaises et les Français à vouloir un enfant, à ne pas en vouloir ou à ne pas savoir? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, pour vérifier comme d'habitude si vous êtes à jour sur le désir d'enfant et sur la démographie en France, je vais vous poser 3 questions aujourd'hui. Et le premier, je vais la poser à Sibylle. Quel est le nombre d'enfants par femme en France en 2023 ? Je pense qu'on est passé en dessous de la barre du renouvellement de la population qui est à 2,1. Donc je vais dire 1,9 enfants par femme en 2023. Eh bien, c'est encore pire que ça. Alors, on était bien, en 2013, on était effectivement à 2, donc le renouvellement était quasiment assuré. Et là, on est passé à 1,68 enfants D'accord. par femme. Ah oui, ça a bien baissé. D'où ce buzz médiatique en France autour de cette question. Mais par contre, on reste toujours au-dessus de la moyenne de l'Union européenne qui est à 1,53. D'accord. Et on reste, d'ailleurs, on est les premiers de l'Union européenne encore. Donc finalement, on n'est pas si mal en comparaison. Deuxième question, Raphaël. Quel est l'âge moyen du premier enfant pour une femme En France ? en France? Je veux dire 28 ans. Eh bien, on était à 29 ans en 94 et aujourd'hui, on est passé à 31 ans en 2023. Ok. Finalement, on voit que la courbe ne fait que augmenter en termes de l'âge moyen. Et Sibylle, pour notre historienne en chef, troisième question pour toi. Quelles sont les 3 dates clés en termes de contraception depuis 60 ans? Je sais. Alors, la pilule a été autorisée par la loi Neuwirth en 1967. Tout à fait. L'avortement a été autorisé à la suite des combats, notamment de Simone Veil, mais en fait d'un très grand nombre de femmes en 1974. Et en revanche, je ne sais pas à quelle 3e date tu fais référence, en fait. Et bien, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je voulais la mettre dans ces 3 dates clés. C'est la date de 2001, où la stérilisation est autorisée en France pour les hommes et pour les femmes. Donc, la contraception définitive. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de le rajouter, finalement. C'était interdit jusqu'ici. C'était interdit, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc en 2001, ça a été autorisé et finalement, ça a été très peu médiatisé et c'est encore très peu présenté d'ailleurs dans les moyens de contraception pour que finalement les personnes ne soient pas si au courant de ce moyen de contraception qui en est un. Bon, bah, c'est pas mal, hein. On commence à bien connaître le sujet. Pour continuer, d'habitude, on partage nos expériences. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un tout petit peu différemment. On s'est dit que vous aimeriez peut-être écouter d'autres Français sur le sujet. Donc, on est allé interroger des gens autour de nous pour leur demander s'ils avaient des enfants, sinon, est-ce qu'ils en voulaient, si oui ou non, pourquoi. Et ceux qui en avaient, si ils avaient rencontré des difficultés, si ça avait été facile d'en vouloir et s'ils en voulaient un deuxième. Et donc, on va commencer avec
le témoignage d'une femme et je vous laisse écouter. J'ai 36 ans, je suis actuellement célibataire et sans enfant. J'ai eu quelques relations très longues dans ma vie et l'occasion d'avoir des enfants s'est présentée à ce moment-là dans ces relations. À ce moment-là, j'étais dans une vision assez égoïste. Je voulais vivre pour moi. Enfin, disons que je voyais que les mauvais côtés, pas les bons. Je me projetais pas du tout dans une vie de maman. J'avais pas envie de consacrer mon temps et mon énergie à un autre être que moi ou que les gens que j'aime qui étaient déjà là. Mais j'ai changé un peu mon regard. Je l'ai changé et aujourd'hui, je suis beaucoup plus indulgente et admirative par rapport aux mamans, certainement parce qu'il y a énormément de copines qui sont devenues mamans. J'ai vu la maternité sous un autre jour que je ne connaissais pas, à savoir que même si c'est très épuisant, c'est aussi très épanouissant. La présence d'un enfant, ça rend les parents vraiment très heureux, même si ça les vide aussi un peu de leur énergie. Et aujourd'hui, si je rencontrais la bonne personne, peut-être que je pourrais avoir envie de faire un enfant. C'est pas un besoin absolu, je serais pas malheureuse si je n'en fais pas. Mais je me dis que si la personne avec laquelle je fais ma vie en a envie et qu'on est assez solide ensemble, c'est un projet qui peut se construire. C'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé de passer par une procédure de préservation d'ovocytes. En France, on peut le faire jusqu'à 37 ans, donc je suis à l'âge limite. Peut-être que je les utiliserai jamais, peut-être que je les utiliserai, je ne sais pas encore, mais je voulais me laisser cette option et être certaine dans 10 ans que si à ce moment-là je veux un enfant et que j'ai assez profité de ma vie seule et que je suis prête à consacrer du temps et de l'énergie pour un autre être, eh ben je pourrais encore le faire. Ok, donc voici le premier témoignage. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Alors, moi j'étais très frappée par le fait qu'elle souligne qu'elle était égoïste lorsqu'elle ne voulait pas d'enfant, parce que je trouve que malheureusement c'est souvent un reproche qu'on fait aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, et c'est pas forcément vrai. Alors elle se le représente peut-être effectivement comme ça, qu'elle n'a pas fait d'enfant parce qu'elle était centrée sur elle-même, mais on peut, comme elle l'a aussi très bien dit, consacrer beaucoup de temps à d'autres personnes qui ne sont pas nos enfants, et finalement donner plus de son temps à autrui en n'étant pas parent que lorsqu'on est parent, et où justement l'enfant va prendre beaucoup de temps, ce qui est super pour l'enfant, mais pourrait aussi retirer du temps qu'on aurait pu consacrer à d'autres personnes. Donc moi, ça me gêne presque un petit peu cette idée d'associer égoïsme avec le fait de ne pas faire d'enfant. Moi, ce qui m'a frappé, c'était plutôt cette démarche justement d'aller conserver des ovocytes. Ouais, c'est intéressant. C'est chouette qu'elle puisse le faire. Ça, c'est super que ce soit rendu possible aujourd'hui. Et sur cette question du fait de préserver ses ovocytes, ce que je trouve intéressant et un petit peu dommage aussi dans la loi française, c'est qu'elle a changé récemment. Et en fait, il y a quelques années, quand on choisissait de donner ses ovocytes pour aider les femmes qui ne pouvaient pas utiliser les leurs, eh bien, on pouvait choisir d'en conserver quelques-uns pour soi, pour plus tard. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Si on choisit de faire le don, c'est purement un don. Parce que maintenant, on a aussi la possibilité, justement, comme l'a fait la personne qui a témoigné, de congeler ses ovocytes pour soi. Mais donc, il faut faire un choix. C'est l'un ou l'autre. Et on ne peut pas être un petit peu poussé, en quelque sorte, vers cette démarche de faire un don en se disant quelques-uns vont pouvoir être gardés pour moi. Si on donne tout. Voilà. Et ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Mais à l'inverse, ce qui est très positif avec ces nouvelles lois, c'est que avant, on ne pouvait pas conserver ses ovocytes gratuitement sans faire un don d'ovocytes. Et du coup, si on voulait préserver ses ovocytes, on était obligé de faire un don d'ovocytes. Et du coup, ça voulait dire que c'était pas tout à fait, en tout cas, un vrai choix, puisqu'on nous forçait là pour le coup. C'était même plus une incitation presque. Et du coup, ça peut aussi créer un sacré frein à vouloir préserver ses ovocytes. Ah oui, c'est intéressant, effectivement, oui. Le don était obligatoire et maintenant, c'est le fait de garder pour soi quand on donne qui n'est plus possible. Tout à fait. Ouais. On ne pouvait pas tout faire. Ça, c'est la loi, elle veut jamais que tout soit possible. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. J'avais pas eu vent effectivement de ce biais-là. C'est intéressant.
Et bien justement, je voudrais quand même revenir sur la question d'égoïsme, et notamment, on parlait de la question de l'égoïsme qui s'appliquait particulièrement à la femme. Et pour ça, je vais vous faire écouter le témoignage, cette fois-ci, d'un homme. J'ai 37 ans, je suis pacsé et actuellement je n'ai pas d'enfant. Je ne compte pas en avoir pour le moment. Je ne ferme pas la porte à la possibilité d'en avoir un dans le futur, mais actuellement, je n'ai pas envie de changer mon mode de vie, ma qualité de vie, le fait de pouvoir faire mes activités quand j'en ai envie, le fait d'être, on va dire, libre, pas conditionné à devoir s'occuper de son enfant. Donc c'est pour ces raisons que je n'en veux pas pour le moment, en accord avec ma compagne qui, elle aussi, pour les mêmes raisons, n'en veut pas pour le moment. Et aussi dans le contexte actuel géopolitique, environnemental, je ne trouve que c'est pas les meilleures conditions pour se porter dans le futur avec un enfant. Et alors là, je trouve ça quand même très marrant, le paradoxe finalement entre la notion de réarmement démographique d'après Macron, le langage guerrier qu'il y a là, et justement le contexte qui empêche finalement les gens, enfin incite les gens à ne plutôt pas en faire. Donc il y a un paradoxe qui est quand même assez génial. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. C'est faites des enfants, mais on vous donne pas les bonnes conditions pour en faire. Enfin, il y a un côté. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand j'ai écouté le témoignage de notre première femme qui témoigne. Effectivement, j'ai été aussi marquée par cet égoïsme dont elle parlait, alors que pour moi, ça n'était pas de l'égoïsme, puisqu'elle ne faisait de mal à personne. Elle voulait juste vivre pour elle. Et en écoutant ce deuxième témoignage, qui est un homme, alors c'est peut-être une pure coïncidence, mais je n'ai pas eu cette impression qu'il faisait quelque chose de mal en ne voulant pas faire d'enfant. Il avait juste envie de vivre comme ça et il avait l'air d'être bien avec ce choix, sans se juger et se donner une image de « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Mais après, ça c'est vraiment lié enfin sûrement à l'image, entre guillemets, presque la fonction qu'on attribue à un sexe et à l'autre, quoi. La femme est nécessairement celle qui va avoir des enfants, et donc toute cette charge lui retombe dessus de manière quasiment obligatoire, alors que l'homme est libre de faire ce qu'il veut quand il veut, et il a toujours été aussi. C'est beaucoup plus facile pour un homme de dire « oh, bon, non, moi je veux pas d'enfant, c'est pas mon truc ». Alors que les femmes se font immédiatement quoi, tu veux pas d'enfant? Alors, en Allemagne, il y a un terme ça veut dire, ça se dit Rabenmutter, c'est un mot qui veut dire la mère corbeau. Et ce sont les mamans qui ne s'occuperaient, entre guillemets, pas bien de leurs enfants parce qu'elles accordent la priorité à leur travail, à leurs activités, etc., etc. Donc là aussi, ça illustre quand même une forme d'égoïsme, même si là, pour le coup, elles ont des enfants, mais voilà. Oui, l'idée que la mère n'a pas le droit, justement, de faire autre chose que d'avoir des enfants, et une femme n'a pas le droit d'être autre chose qu'une mère. Et le côté très femme sacrificielle, comme tu disais tout à l'heure, Sybille, on doit se dédier corps et âme à quelqu'un d'autre que nous, alors que potentiellement, on a aussi envie de kiffer, quoi. Il n'y a pas que les mecs... De kiffer la vie. Non, mais... et un peu... D'ailleurs, ce qui m'a marqué dans le premier témoignage, c'est aussi ce côté... je vais kiffer ma vie pendant un certain temps, mais après, peut-être quand même, si je rencontre la bonne personne, du coup, je ferai ce projet-là. Comme si le devoir rattrapait finalement, parce qu'il y a aussi cette question d'horloge biologique potentielle. Oui. C'est ce que j'allais dire, oui, il y a quand même la ménopause, entre guillemets, qui menace un petit peu et qui met la pression. Ça, c'est encore une pression supplémentaire. Ouais. Justement, sur l'horloge biologique, ça tombe bien, puisque on va en parler dans ce troisième témoignage. Tu me demandais si je voulais des enfants. Et je te réponds que c'est une très bonne question. Il y a quelques années, même l'année dernière, même il y a quelques mois, je t'aurais dit jamais. Puis le temps passe, l'amour arrive, le bonheur s'installe et les 30 ans frappent à ta porte et les idées commencent à se bousculer. D'après moi, dans la vie, tu as un déclic qui commence à te faire changer d'opinion sur des choses sur lesquelles tu ne pensais jamais revenir. Mon conjoint est tombé malade, comme tu le sais, du jour au lendemain. Il a été hospitalisé et maintenant, il est totalement tiré d'affaire après 8 mois de mésaventure médicale. Depuis cette histoire, on prend plus de temps pour nous, on a appris à se poser et un jour, on se dit « pourquoi pas ». Mais à côté de ce « pourquoi pas », nous subissons une pression sociale quotidienne sur les enfants. Tu as les parents qui veulent devenir grands-parents, les amis qui veulent des copains pour leurs enfants et même le président s'y met.
Puis tu commences à faire les comptes, mais pas qu'en argent, en temps aussi, tu comptes. Ok, on travaille entre 40 et 45 heures par semaine, qu'est-ce qu'il reste comme temps à offrir à un petit être? Après, financièrement, tu te poses des questions. Est-ce que notre train-train quotidien va être amené à changer ou pas? Tu sais pas. Puis la société, tu te poses des questions sur la scolarité, ok, mais que le privé, parce que le public, tu sais que ça craint en ce moment. Ensuite, tu donnes toute ton énergie à une belle éducation, enfin qui te paraît belle à toi, et après, ton enfant, lui, change totalement d'idée et est totalement différent. Ça fait aussi peur. Et puis t'as la petite voix de ta patronne qui résonne, comme quoi c'est bien que tu veuilles pas d'enfant parce que ça arrange l'entreprise, quoi. Donc, je ne sais pas. Parfois, je vois une mère et son enfant dans la rue et je me dis hop, pourquoi pas. Et 2 minutes après, la réalité organisationnelle me rattrape. Je me dis j'ai mes 2 petits chiens, c'est déjà bien. Et je pense à ma collègue qui hurlerait à savoir que j'ose les comparer à des enfants. Donc aujourd'hui, avec mon conjoint, j'ai envie de te dire qu'on se laisse encore 1 an pour finir la maison, peut-être préparer un magnifique terrain de jeu, une bulle sécurisée, un univers privilégié pour peut-être un jour un petit être. Pour finir, je te réponds du coup oui et non. La seule chose qui est sûre, c'est que si c'est oui, c'est 1. Alors, est-ce que l'horloge il y a plein de biologique... choses. Ouais. Oh, il y a énormément de choses. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans son témoignage, c'est la pression qu'on subit de toutes parts quand on ne sait pas, quand on se pose des questions, parce qu'effectivement, à 30 ans, en plus, on nous pose souvent la question. C'est cette pression qui commence à arriver de toutes parts, et en plus, cette pression qui peut être un peu contradictoire, encore une fois. D'un côté, on a les grands-parents, les copains, et de l'autre côté, on a, par exemple, notre entreprise, qui, pour elle, ça ne l'arrange pas vraiment. Et après, en plus, comment réussir à savoir ce qu'on veut, en fait, quand tout le monde nous dit ce qu'eux veulent. Et c'est ça que je trouve très perturbant. Là, je trouve aussi qu'effectivement, il faut... Enfin, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais se poser et réfléchir vraiment à ce qu'on veut soi, quoi. Parce qu'on va être le seul, finalement, à devoir gérer l'enfant réellement pendant 25 ans, voire plus. Non, voilà, j'exagère peut-être, mais ce sera certainement pas les cousins ou les tantes, les oncles qui vont s'en occuper, ou alors de temps en temps, le temps d'un week-end, et ils auront les meilleurs moments. Donc ça, c'est vraiment un truc qui doit être réfléchi, quoi. Et pour soi, enfin faut vraiment se mettre un peu dans son coin et y réfléchir à 2 de préférence, évidemment. Et être égoïste, du coup. Et être D'abord penser à égoïste, soi. voilà, c'est ça, être égoïste, mais là encore, sans porter ce jugement de valeur qui serait que l'égoïsme serait forcément mal, parce que c'est même pas nécessairement de l'égoïsme, d'ailleurs, c'est tout simplement penser à ce qu'on veut soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même important dans la vie de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Si on veut pas, on veut pas. On va pas se forcer. Oui, d'ailleurs, pardon. Oui, effectivement, quand je parlais d'égoïsme, et finalement, c'est pas le sens que je voulais lui donner. C'est, encore une fois, quand on ne veut pas d'enfant, on fait mal à personne. Ça n'a pas d'impact. Après, il y a la question, effectivement, de est-ce que notre espèce va disparaître si on ne fait pas d'enfant. Mais pour le moment, on n'en est pas encore. Oui, mais là, c'est là où cette idée de réarmement démographique est quand même très problématique, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le renouvellement de l'espèce qui est en train de très bien se renouveler toute seule, tranquille, en Inde et en Chine, et dans les pays africains. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si on regarde l'espèce dans son ensemble. Donc, alors évidemment, ça soulève ces histoires d'immigration, etc. Et c'est là où, du coup, on parle de réarmement et de je ne sais quoi, mais c'est un peu absurde, quoi. Mais ça fait le lien, ce que tu dis, avec un autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans son témoignage. C'est quand elle dit que on peut s'investir à fond dans l'éducation de notre enfant, essayer de lui transmettre des valeurs, mais qu'il ne sera pas forcément ce qu'on aura projeté. Je pense même qu'il ne sera jamais ce qu'on aura projeté. Et ça, c'est une autre composante importante de l'indécision, parce qu'on a du mal à se décider sur quelque chose qui est profondément inconnu. On ne sait pas ce que ce sera que d'avoir un enfant, et donc peut-être que si on nous racontait par avance toute la vie et le caractère de notre futur enfant, on serait sûr de le vouloir, ou à l'inverse, on se dirait peut-être pas tant que ça. Et je trouve que ça rejoint cette idée, parce que finalement, cette idée de réarmement démographique, c'est une sorte de projection complètement
utopique et je trouve très nocive, mais d'une reproduction d'un peuple qu'on considérerait meilleur et dont on pense qu'il peut se reproduire comme ça pour transmettre certaines valeurs. Mais en réalité, on ne sait pas si les enfants français faits par des bons Français seront des meilleures personnes, et je ne pense pas que les enfants qui viendraient vivre dans notre pays sans y être nés. C'est hyper nationaliste comme discours. Mais effectivement, là, quand on dit que quand on fait un enfant, c'est un peu la loterie. C'est toute la beauté, d'ailleurs, finalement, certainement de cette aventure, et tout le stress, enfin, en tout cas, chez moi, personnellement, là, je parle en mon nom, tout le stress que ça peut générer. Et la parentalité de façon générale, et la maternité encore plus, puisque du coup, on est encore, nous, touchés personnellement en tant que femmes par la grossesse et l'accouchement, qui est aussi une loterie en fonction des femmes. Et après vient effectivement l'enfant qui sera peut-être un peu comme nous, peut-être beaucoup, peut-être pas du tout. Et ça peut... c'est un sacré point d'interrogation. Donc il y aura peut-être des problèmes de santé, des malformations, des handicaps, et qui changeraient complètement la donne. Certaines personnes s'imaginent peut-être pas du tout que ça pourrait arriver, et se retrouvent avec ça sur les bras du jour au lendemain, et c'est très très difficile à gérer après. C'est clairement, on signe pour un contrat à vie sur quelque chose dont on a aucune conscience. On pose la signature, l'article premier c'est vous aurez un enfant, point, et c'est tout. Signez ici s'il vous plaît. Peut-être 2, peut-être 3, parce qu'elle en voulait 15, ce qui est un aspect intéressant, mais si elle tombe enceinte de triplé. Article 2, vous ne pourrez pas résilier. Article 3, ça ne peut pas être remis en cause devant un tribunal, il n'y a pas de juridiction, vraiment débrouillez-vous, quoi. Mais c'est tellement ça. Ouais. Et un des points qui m'a aussi marqué, forcément, c'est sur la question de l'éducation à l'école. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode à ce sujet. Mais c'est vrai que je trouve ça terrible de voir que finalement, on n'a pas confiance en tant que futurs potentiels parents dans l'école de notre pays. Et encore une fois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, sur on nous demande de faire des enfants, mais on ne donne pas les conditions pour les élever sereinement. Et l'idée d'avoir un seul enfant, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une pression sociale. Donc, ils vont peut-être être mieux vus parce qu'ils auront eu des enfants que lorsqu'ils n'en avaient pas, alors qu'ils avaient l'âge et peut-être les conditions d'en avoir. Mais comme ils vont en faire un seul, on va encore leur dire, alors, tu laisses ton enfant être enfant unique, c'est pas bien. Il va s'ennuyer, il va être triste. Il va être égoïste. Et exactement. De toute façon, les injonctions, quand on rentre dans l'âge adulte, elles ne s'arrêtent plus, en fait. Elles s'arrêtent au bout du mariage avec 2 enfants, un garçon, une fille, après un achat d'une maison il faut savoir s'en détacher. Là, on a le droit de s'arrêter un petit peu. Complètement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, alors, je ne sais pas encore une fois si c'est une coïncidence, mais du coup, tu as l'air... Toi, alors, du coup, je vais dire en tant qu'homme, tu as l'air hyper détaché par rapport à ça. Et j'en parlais à mon compagnon hier de ce sujet-là. Il avait l'air très détaché aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, en tant que femme, j'ai du mal... Alors, est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est juste parce que c'est moi ? J'ai beaucoup de mal à me détacher de tout ce qu'on projette sur... Après, moi, j'ai la chance aussi de n'avoir jamais eu, ou quasiment pas eu, de pression sociale de la part de ma famille, par exemple. On m'a jamais dit, même ma mère, personne ne m'a jamais dit alors les enfants c'est pour quand, nanana, et pas répété 15 fois à chaque repas de famille, voilà, donc ça quand même ça joue. Mais moi en tant que femme, j'ai pas eu beaucoup de pression non plus, je pense, beaucoup moins par chance que la moyenne des femmes de mon âge, c'est-à-dire plus de 30 ans, même 35 ans depuis très peu. Qui n'ont pas d'enfants. Mais je me l'imagine, la pression, je pense, à cause des discours sociaux. C'est vrai que parfois, je me demande si des gens dans mon entourage ne s'attendraient pas à ce que je fasse un enfant. Et puis, j'ai eu quand même aussi des oncles et tantes qui m'ont dit, lorsque je parlais d'amis qui avaient des enfants, comme ça, tu apprends auprès d'eux pour quand ça t'arrivera. Et j'en ai parlé à mon papa qui m'a dit... S'ils te demandent si tu fais des enfants, tu leur diras que vous vous entraînez. Sous-entendu, on s'entraîne à comment apprendre à les faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Pour le moment, on n'a pas trouvé comment ça marche exactement, mais on essaye. Et on va essayer longtemps, parce que c'est quand même assez cool. C'est ça. Les gens les moins doués de la planète. Donc j'ai trouvé ça gentil justement de la part de mon papa de me fournir une réponse Je trouve ça ironique, génial. parce que finalement ça voulait génial. dire qu'il me soutenait dans le fait que j'avais le droit de pas avoir d'enfant même si j'avais 35 ans. Ah, c'est cool. Maintenant qu'on a écouté les gens qui hésitaient, on va passer sur les gens qui n'hésitent pas, justement. Et donc là, on va écouter un nouveau témoignage. J'ai 30 ans et je suis en couple depuis 10 ans. Personnellement, je ne veux pas d'enfant. Je n'en ai tout simplement pas envie et ça ne m'a jamais intéressée non plus. Je suis consciente de tout le travail que c'est et j'admets que j'ai ni les épaules ni la patience pour ça. Je n'ai pas peur non plus d'admettre que je pense que je serai une mauvaise mère et que je regretterai d'avoir eu des enfants. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai décidé de me faire ligaturer les trompes. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui ne veut pas non plus d'enfants et qui m'a soutenue dans mon choix. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Depuis l'opération, je me sens vraiment libérée et j'ai plus cette angoisse constante à l'idée de tomber enceinte par accident. Je vais terminer par cette phrase qui résume très bien ma situation. Je préfère regretter de ne jamais avoir eu d'enfant que de regretter d'en avoir eu. Ah bah, c'est clair, net, précis. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça que je trouve ça assez fabuleux dans ce témoignage. Bah, c'est vrai que je pense que y a des gens chez qui il y a un vrai désir fondamental qui peut arriver parfois très tôt. Ils veulent avoir des enfants, ils le savent dès un âge assez tôt, ouais, voilà. Et c'est un vrai projet pour eux, ils le remettent, enfin voilà, pour eux c'est évident quoi. Et d'autres, c'est tout autant évident que non. Les enfants, ça les intéresse pas. Et, ou peut-être pas, ça n'intéresse. Enfin là, ils aiment bien les enfants, mais certainement pas d'en avoir eux-mêmes parce que voilà, c'est juste pour toutes les raisons qu'elle a dites finalement là. Et sa conclusion est très belle. Ce serait tellement plus tragique de regretter d'avoir eu des enfants que d'avoir le regret de ne pas en avoir eu. Mais c'est un regret basé dans de l'abstrait complet, puisque comme on dit, on ne sait pas à quoi auraient ressemblé ces enfants. Alors que quand on les a et qu'on regrette de les avoir eus, ça doit être une douleur terrible. Et qui est encore très tabou aujourd'hui. Parce qu'on fait encore beaucoup l'amalgame entre regretter notre rôle de parent avec le fait de ne pas aimer notre enfant. Alors que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et je trouve ça terrible, la diabolisation des femmes, justement, qui disent regretter le fait d'être mère, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Mais moi, ce que je trouve fou avec ces témoignages, c'est que naturellement, mais en plus parce que je connais cette personne, c'est quand on a une personne extraordinaire, on a envie de lui dire « mais non, tu seras une bonne mère ». En fait, c'est un peu le réflexe, on a envie de dire « mais pourquoi ?» Et alors que qui on est pour juger, qui on est pour dire « mais non, tu seras une bonne mère ». Comme si, du coup, comme si c'était presque un manque de confiance, alors que la personne, elle n'a pas du tout de manque de confiance, c'est juste, elle sait. Et je trouve que souvent, moi, je l'ai vécu à titre personnel où les gens me disent mais non, tu vas adorer ça, mais non, tu seras très bien, mais non, machin. Et en fait, on sait pas. Encore une fois, c'est encore un grand point d'interrogation et c'est une sacrée aventure. Et est-ce que on n'est pas tous à avoir envie de la vivre ? Oui, je trouve que souvent ce que je me dis, c'est que avoir des enfants, c'est quand même une activité très particulière, en quelque sorte, et ça prend beaucoup de temps. Et je comprends pas pourquoi cette activité très particulière-là, contrairement à d'autres comme faire de l'escalade ou faire du bateau, ou faire un certain type de travail, eh bien celle-là, elle serait universelle. On aurait tous les mêmes goûts et tous les mêmes envies. Alors que dans tous les autres domaines, on a le droit d'être différent. C'est vrai. Mais là, il y a le fait que ce n'est que depuis très récemment qu'on a vraiment le choix. Avec l'arrivée de la contraception, etc. Avant, c'était une évidence que si oui, on avait des enfants parce que c'était comme ça. Sauf qu'on n'en avait pas parce que la nature, entre guillemets, elle faisait en sorte que non. Mais voilà. Oui, et donc ces questions de pression n'existaient pas. Non, du coup, c'était plus la même chose qu'avoir un grand nez ou des yeux bleus. C'est des choses qui arrivaient et là, on se posait pas de questions. Et c'était une activité universelle Par contre, ce qu'on voit quand on lit les témoignages de personnes justement qui souhaitent prendre une contraception définitive, c'est que ça, en France encore aujourd'hui, même si c'est légal depuis 2001,
c'est que ça peut être un véritable parcours du combattant pour justement obtenir ce droit, puisque les médecins, avec la clause de conscience qui leur permet de refuser de faire cet acte-là, peuvent, entre guillemets, mettre des bâtons dans les roues. Et il y a des femmes qui, du coup, ça va leur... elles vont mettre plusieurs années à réussir à trouver un médecin qui accepte et qui va leur demander, alors que c'est pas du tout légal, leur demander un bilan psychiatrique ou psychologique pour montrer que ce n'est pas une déviance, que ce n'est pas un trouble. On associe aussi beaucoup le fait parfois de ne pas vouloir d'enfants parce que on a eu des problèmes dans notre enfance. Or, c'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est quelque chose qui est encore très diabolisé. Et je trouve ça assez terrible, finalement. Il faut savoir d'ailleurs que il est aussi possible pour les hommes de se faire, d'avoir droit à une... J'allais venir justement, je me dis, voilà, une stérilisation. Et ça doit être... je sais pas pourquoi, je serais prêt à parier que c'est beaucoup plus simple pour les hommes. Et que c'est beaucoup plus simple. Non, mais même justement en termes de parcours du combattant, que les hommes rencontreraient beaucoup moins d'obstacles parce que justement, il n'y a pas tout le truc de « Ah, comment ça t'es une femme, tu fais pas d'enfant Ouais, c'est ce que les témoignages disent, effectivement. Que on demande à un homme s'il veut des enfants, on lui demande s'il est sûr, et puis on lui dit « Ok, vous avez 4 mois », puisqu'il y a un délai légal de 4 mois en France de réflexion. Alors que les femmes, ça peut être beaucoup plus long, effectivement. Ce besoin toujours de se justifier, comme si on n'était pas capable de prendre une décision. Et pour autant, c'est une décision qui, à mon avis, ne se prend pas à la légère. Et ça, c'est intéressant aussi de préciser quand même qu'en France, on a particulièrement peu de personnes qui se font stériliser. J'avais lu que dans d'autres pays, en Asie, mais aussi les États-Unis, le recours à la stérilisation est plus fréquent quand même, que ce soit homme ou femme. Oui. Et on a particulièrement un tabou autour de ça en France, peut-être parce qu'on a vraiment ce discours autour de notre fécondité qui était si belle et si dynamique qu'il ne faudrait pas aller contre ça. Tout à fait. Complètement. Et maintenant, je vous propose d'aller écouter quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle veut, mais plutôt dans l'autre sens. Je n'ai pas d'enfants, mais j'aimerais en avoir. J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Pour moi, c'était un peu une évidence depuis que j'ai l'âge de me poser la question, on va dire vers 12-13 ans, même si j'en voulais pas tout de suite. Et à l'époque, j'en voulais même une douzaine. Alors aujourd'hui, j'en veux beaucoup moins. Je pense que 2, ce sera déjà pas mal de travail. Donc j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Et en fait, vers l'âge de 26-27 ans, alors c'était une époque où j'écoutais beaucoup de podcasts sur la maternité. Donc est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais c'est devenu là comme une envie vraiment un peu plus forte, pressante, et quelque chose de physique. J'ai du mal à expliquer comment ça se manifeste, mais moi, je dirais que c'est quelque chose de physique. J'avais vraiment envie d'avoir un enfant maintenant. Les circonstances de la vie font que le projet s'est repoussé. Et j'ai dans un coin de ma tête le fait qu'on détruit la planète. Mais l'envie est plus forte. Donc je sais que ce n'est pas raisonnable d'avoir des enfants. Enfin, je me dis que ce n'est pas raisonnable d'avoir des enfants dans ce monde, mais l'envie est plus forte. Juste avant, on avait le témoignage de quelqu'un qui savait qu'elle n'en voulait pas, presque c'était physique finalement. Et là, on a le témoignage inverse. Et c'est ça que je trouve ça assez passionnant et fascinant, c'est de se dire, on est vraiment tous différents. Et ça pose la question de l'instinct maternel aussi, du coup. Est-ce qu'il est universel comme on aime nous le dire? Et ça montre bien que la marge de manœuvre des politiques, si on veut absolument nous pousser à en avoir ou à ne pas en avoir, elle est très faible parce que c'est pas quelque chose qui va pouvoir être rationalisé. On en veut profondément pas ou on en veut profondément oui, même lorsqu'on pense que ce serait pas une bonne idée. Et c'est super intéressant son témoignage parce que pour elle, ce qui est égoïste, c'est d'en faire, mais elle veut le faire quand même. Ouais. C'est ça que je trouve génial. Ouais. Qui fait écho au premier témoignage de tout à l'heure. Oui, je pense que la seule vraie marge de manœuvre qu'ont les politiques là-dessus, c'est justement...
au final, ça reste surtout au niveau du discours, quoi. D'où des mots aussi guerriers. Ils essayent de mobiliser les gens par l'idéologie, finalement. Mais c'est pas... La France a déjà une politique assez nataliste qui favorise plutôt le fait d'avoir des enfants. Alors peut-être qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre pour les favoriser encore plus, mais c'est pas parce que c'est plus possible que les gens vont forcément le faire plus. Et du coup, effectivement, la marge de manœuvre, alors on sort des discours comme ça, mais c'est pas ça qui va non plus pousser les gens forcément à faire un effort, entre guillemets. Oui, il y a peut-être plus un levier sur le nombre d'enfants éventuellement, parce qu'elle dit qu'elle est passée d'en vouloir 12 lorsqu'elle était toute jeune à en vouloir 2 maintenant. Donc peut-être qu'effectivement les circonstances dans lesquelles on fait des enfants peuvent jouer sur le nombre, mais par contre sur l'envie d'en avoir ou pas, alors là, ça paraît difficile de faire changer d'avis une personne par des mesures. En tout cas, une personne qui sait. Je pense qu'il y a vraiment. Qui sait, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il y a les personnes qui savent qu'ils n'en veulent pas, les personnes qui savent qu'elles en veulent, et il y a les personnes au milieu. Les personnes au milieu, je pense que c'est là où l'État peut avoir une marge de manœuvre. Mais pour ça, il faut être cohérent. C'est que, ok, on peut, comme tu dis, Raph, proposer des mesures qui sont effectivement pronatalistes, mais à côté, il faut offrir, comme on le disait tout à l'heure, un système d'éducation qui soit satisfaisant. Il faut que les gens n'aient pas peur on va tous mourir parce que on va avoir des guerres liées à l'eau. Et puis il y a aussi le fait que les gens aujourd'hui, dans nos entourages proches, des personnes qui galèrent à trouver une solution de garde. Je comprends pas comment on peut demander aux gens de retourner au travail après un congé maternité-paternité, s'il n'y a pas de solution de garde derrière. Là, on n'en a pas du tout encore parlé, ça n'a pas été dit dans les témoignages, mais cette question du congé, justement, paternité-maternité qui n'est pas équivalent, comment on peut dire à une femme aujourd'hui, on te donne pas les mêmes chances qu'un homme dans ta vie professionnelle par rapport au fait d'avoir un enfant. Et comment on peut lui dire, en fait, ça sera toi qui géreras tout, quasiment, parce que ton conjoint sera rentré au travail. Et d'ailleurs, à ce sujet, une amie qui est devenue maman récemment me partageait justement dans cette répartition du temps entre le jeune père et la jeune mère. Elle me disait, en fait, ce dont je rêve, c'est d'être le père de mon enfant. Je la comprends. Nous vous avons présenté 5 témoignages de personnes qui n'avaient pas encore d'enfants. Certains en voulaient, certains n'en voulaient pas et certains ne savaient pas. Et maintenant, nous allons vous présenter des personnes qui ont sauté le pas. Alors, nous allons commencer par une première personne. Je suis l'heureuse maman d'une fille de 5 ans et j'ai 40 ans. Plus jeune, avoir un enfant n'était pas ma priorité et ni mon envie. Très inquiète de l'avenir que mon enfant aurait dans ce monde qui me semblait dur, je ne pouvais pas imaginer faire un enfant et j'avais du mal à me projeter dans le rôle de maman. Puis je suis devenue maman et c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Mon regard sur l'être humain a changé et surtout sur les enfants. J'ai vraiment pris conscience à ce moment que les enfants ne sont pas considérés de la même manière dans la société que les adultes et pourtant c'est eux qui construiront l'avenir. C'est peut-être un peu utopique de penser ça, mais je crois que le monde pourrait peut-être être meilleur si notre regard sur les enfants changeait. Ma fille va vivre dans ce monde que je considère de plus en plus dur, mais il l'a toujours été et j'essaye de faire de mon mieux pour qu'elle s'y sente bien et qu'elle puisse profiter de vivre sa vie en étant heureuse tout en respectant ceux qui l'entourent. Et je sais que ça ne va pas être facile, mais au moins j'essaye. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ma situation familiale et nous ne souhaitons pas avoir un second enfant. C'est chouette d'avoir un témoignage de quelqu'un qui est content, en tout cas, de cette situation, qui a donc fait le bon choix pour elle. Et ça montre aussi qu'on peut changer d'avis et que ça se passe bien. Mais il faut simplement pas que ce changement d'avis il soit dicté par des personnes extérieures. Mais c'est chouette aussi que sa propre décision puisse évoluer et que tout se passe bien comme ça a l'air d'être le cas pour cette personne. Et puis on voit chez elle aussi une certaine humilité par rapport à l'éducation de son enfant, j'ai l'impression. Enfin, elle dit qu'elle va faire ce qu'elle peut pour que sa fille réussisse à avoir une bonne vie dans ce monde, voilà.
mais on a l'impression en tout cas qu'elle n'a pas d'attente particulière ou d'injonction, enfin de choses comme ça, ou de projection sur l'enfant qui serait irréaliste. Enfin, après, évidemment, je la connais pas, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ouais, ce que je trouvais intéressant, effectivement, c'est il y a énormément de personnes là dans les témoignages qui ont parlé de la situation du monde dans lequel on vit et qui fait peur. Et effectivement, je trouve ça, c'est comme un message presque d'espoir de dire aux personnes qui hésitent à avoir des enfants, de dire on fera de notre mieux. Et de toute façon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est vrai. Il y a quelques dizaines d'années en France, on vivait des guerres en France et pour autant, heureusement, effectivement, qu'on ne s'est pas arrêté de faire des enfants. Et la situation s'est améliorée après les guerres et là, maintenant, de nouveau, on est dans une situation, on va dire, compliquée. Mais je trouve ça beau de se dire, c'est encore la question du point d'interrogation de la parentalité, c'est on ne sait pas ce que l'avenir va être, on ne sait pas ce que sera notre enfant, et on y va quand même, et on verra, et on fera au mieux, et on s'adaptera, parce que je pense que c'est là, pour le coup, c'est vraiment une de nos grandes qualités en tant qu'être humain, c'est notre capacité d'adaptation, et je pense que s'il n'y a pas d'espoir, on serait plus là. Donc, je pense que naturellement, on espère. C'est ça, mais je pense qu'on est naturellement, on espère, oui, c'est ça. Ouais. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à une personne qui nous raconte les difficultés liées à la maternité. À la question de quelles sont les difficultés rencontrées depuis que j'ai eu un enfant, moi je dirais qu'il y en a plusieurs forcément. D'une part, le changement de gestion de son temps personnel. On a moins de temps pour soi. Et on a surtout besoin de constamment organiser son temps pour faire des choses parce que on doit garder l'enfant ou s'organiser pour faire garder l'enfant. Donc ça, c'est une difficulté dont j'avais conscience et que j'ai préparé aussi. Et je pense que c'est pas finalement ce qui est le plus dur puisque je m'y étais préparée. Une autre difficulté, je dirais, c'est peut-être pour le couple où on se prépare évidemment en se disant qu'il faut maintenir ensuite une vie de couple, une intimité, des sorties, etc. Mais dans les faits, ce qui est assez difficile, c'est que ces relations de couple se redéfinissent en fait parce que tu deviens parent et le manque de sommeil, le fait que de devenir gestionnaire en fait d'une vie, de devoir réorganiser toute ta vie, tout ton temps, fait que très vite tu peux te laisser embarquer dans un rapport très comptable au temps et à la vie de famille. Et ne plus avoir de temps à deux, ne plus faire l'effort, parce que ça demande en fait un effort d'organisation, de sortir à deux et donc peut-être se perdre un peu en tant que couple. Voilà pour peut-être les deux principales difficultés. Bon, la troisième évidemment c'est le sommeil, mais le sommeil, on a beau s'y préparer, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut être l'impact du manque de sommeil sur la vie personnelle, intime, tout en fait, et à quel point le manque de sommeil nous rend de mauvaise humeur, fragiles, sensibles. Donc c'est sans doute celle-là d'ailleurs, la plus grosse difficulté, c'est le manque de sommeil. Sur la question de savoir si je veux d'autres enfants, c'est une bonne question et c'est une question à laquelle on est en train de réfléchir actuellement. En fait, je pense qu'on s'est toujours projeté sur une vie de famille avec 2 enfants. Et c'est pas forcément quelque chose de réfléchi, c'est plus un modèle qu'on a en tête. Mais depuis qu'on a eu un enfant, on s'est dit, mais en fait, quelles sont les raisons qui poussent les gens à en faire un deuxième? Pourquoi on en veut plusieurs? Est-ce que tu veux un autre enfant pour que ton enfant ne soit pas seul? Est-ce que tu veux un autre enfant parce que tu veux, toi, voir des enfants s'épanouir ensemble, avoir plusieurs types d'individus se développer? Donc c'est une grande question. Et nous, je pense qu'on en veut un deuxième, un peu comme on en a voulu un premier, c'est-à-dire de manière pas tellement pensée ni conceptualisée, mais qu'on s'interroge en revanche sur le timing en fait. J'aime beaucoup les catégories d'individus. Ah mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est intéressant cette idée que, comme on disait, on ne sait pas ce que ça va être notre enfant. Bah, c'est vrai que le fait d'en faire plusieurs te donne la chance d'avoir encore plus d'expériences différentes, mais aussi multiplier les potentiels problèmes. Complètement.
Mais c'était intéressant d'avoir son retour effectivement sur les difficultés d'ordre logistique, organisationnel, le sommeil, le couple. Enfin, c'est trois choses effectivement qui, depuis que la parole s'est quand même libérée en termes sur la parentalité, c'est trois choses qu'on entend beaucoup. Et du coup, souvent on entend aussi que c'est à cause de cette libération de la parole qui fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de couples qui hésitent à avoir des enfants, alors qu'à l'inverse, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que justement parce qu'elle était au courant de cette gestion du temps qui allait être modifiée, elle a pu l'appréhender et s'y préparer. Et du coup, faire ce choix en conscience. Et finalement, quand on parle d'avoir le choix de faire un enfant, c'est aussi on parle de choix éclairé, c'est de savoir dans quoi on s'engage et pas seulement allez, j'y vais, on verra bien. Et d'ailleurs, elle le dit, c'est j'y vais, on verra bien, mais quand même je me prépare. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et en même temps, il y a des choses auxquelles on sait conceptuellement qu'il va y avoir tel problème, mais en même temps après on le vit et c'est encore autre chose, quoi, comme avec le sommeil typiquement, quoi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette idée aussi de rapport comptable au temps et au couple, du coup, limite, quoi. On va faire un truc entre 19h15 et 19h30 parce que c'est le seul moment où qu'on a pour faire quelque chose. Ça enlève toute spontanéité pour le coup. Oui, je trouve ça intéressant aussi cette idée que ça redéfinit le couple parce que ça devient le père de ton enfant, la mère de ton enfant. Ouais. C'est vrai que ça, c'est, à mon avis, pour moi, certainement un gros frein parce que quand t'es heureux en couple, t'as pas envie que ce soit brisé et t'as peur de ça. Et ça sera peut-être pas brisé, mais ça sera différent. Les choses seront plus comme avant. La relation sera plus aussi exclusive qu'elle peut l'être dans un couple qui fonctionne bien. Ouais, c'est aussi un de mes freins personnels. Je rejoins ça. Eh bien, pour finir, nous allons écouter un dernier témoignage. Cette fois-ci, ce n'est pas un jeune parent, puisqu'il a des grands-enfants, mais je trouvais intéressant d'écouter son témoignage, justement pour savoir si il y a 20 ans, est-ce que le désir d'enfant était un petit peu différent de celui d'aujourd'hui ? J'ai 48 ans, j'ai 2 filles, une de 20 et une de 16 ans. Durant mon enfance, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison, une famille, des enfants nombreux. Le jour où je suis arrivé en âge d'avoir des enfants, j'étais en couple avec une fille qui sera plus tard ma femme, pour laquelle j'ai divorcé depuis. Mais elle voulait avoir des enfants. Et moi, je me sentais pas prêt. Mais vraiment, je freinais un peu des cas de fer. Et elle avait vraiment envie d'avoir des enfants. Et puis un jour, un de ses oncles m'a dit « Mais si t'attends d'être prêt, tu le seras jamais. Donc vas-y, fonce ». Ma situation était plutôt correcte. J'avais un boulot, un toit... rien ne m'empêchait d'avoir des enfants et donc je me suis lancé dans cette aventure. C'était une belle aventure, j'ai beaucoup de bons souvenirs, très peu de mauvais. Et mes filles, elles sont tellement formidables, j'ai peu de problèmes avec elles, qu'en fait, je regrette pas du tout. C'est une des choses les plus merveilleuses que j'ai eues. Enfin, ça amène des aventures extraordinaires. Ça a été une vie de père facile, quoi. Maintenant, connaissant tous les problèmes qu'il y a, le climat en premier, les guerres en deuxième, la montée du nationalisme. Si j'étais en 2024 en jeune âge, je me poserais la question de savoir si je ferais des enfants, encore une fois. Je me poserais beaucoup de questions. Mais ça veut pas dire que je n'en ferais pas, mais je me poserais beaucoup de questions. Je trouve très intéressant que tu aies trouvé quelqu'un pour témoigner avec ce recul. Et je trouve son témoignage, encore une fois, très beau, parce que c'est quelqu'un qui est heureux du choix qu'il a même pas tant fait que ça, finalement, du choix vers lequel il a été poussé, finalement, par sa femme, qui a eu une très belle expérience. Et donc, c'est d'autant plus intéressant qu'il dise qu'aujourd'hui, il ferait peut-être pas d'enfant. Ça veut dire que pour lui, les circonstances ont changé et qu'aujourd'hui, c'est encore plus légitime, peut-être, de ne pas en faire à cause du contexte dans lequel on craint qu'ils grandissent.
Mais comme tu disais, rien n'est jamais sûr, et on dit aussi le pire n'est jamais sûr. Donc on peut, si on en veut, en faire quand même avec de l'espoir. Mais c'est quand même intéressant de se dire que, en tout cas, c'est légitime de se poser la question à cause du contexte. Et je me demande justement par rapport au contexte, si le sujet du changement climatique n'est pas un peu particulier finalement comme contexte, parce que des guerres, l'humanité, on a eu toujours, quoi. Oui. Et a continué de faire des enfants. Mais là, c'est carrément l'environnement, la planète qui est menacée, avec des changements radicaux qu'on ne peut pas s'imaginer, en fait. Alors qu'une guerre, on sait à peu près ce que c'est, même si on l'a pas personnellement vécu. On sait que c'est quelque chose qui accompagne l'humanité depuis toujours. Et donc, du coup, je pense que ça impacte les gens peut-être de manière plus forte encore que les guerres. D'ailleurs, justement, il a dit le changement climatique d'abord, la guerre en deuxième, dans sa manière de le présenter. Donc, il y a peut-être un truc là. Ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que je crois que naïvement, je me disais qu'avant, justement, le désir d'enfant était presque évident, alors que en fait, pas tant que ça. Et que peut-être aussi, c'était encore plus tabou avant, peut-être, peut-être moins chez les hommes, mais en tout cas, de façon générale, peut-être encore plus tabou avant de ne pas en vouloir, ou peut-être en tout cas de pas se sentir prêt comme il l'exprime. Et alors qu'aujourd'hui, quand même si ça reste tabou, il y a vraiment cette volonté de détabouiser, ce verbe que j'aime beaucoup. C'est un très beau mot de la langue française. Exactement, inventé peut-être par moi. Et je trouve que finalement, justement, je pense que s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes qui parlent de ce sujet qui est assez brûlant en ce moment en France, j'aurais peut-être pas osé proposer ce sujet d'épisode de podcast. Mais là, justement, je me sentais d'attaque pour le faire. Et aussi, justement, le fait que les personnes qui ont témoigné aujourd'hui ont osé le faire, c'est aussi peut-être parce qu'on se sent un petit peu plus en droit d'en parler. Et peut-être à l'époque encore moins. Et il y a aussi la question du si t'attends d'être prêt, tu n'en feras jamais. C'est une phrase qu'on dit encore aujourd'hui. Et c'est dur parce que dans quelle mesure c'est vrai ou pas. C'est certainement vrai, mais dans quelle mesure ça garantisse finalement le bonheur derrière. Non, je pense que ça garantit rien, mais effectivement, c'est si tu... Bah ouais, justement, parce que comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va arriver après. Je pense que c'est plus par rapport à si on se sent compétent, en fait, finalement, dans le fait de dire qu'on n'est pas prêt. On se dit peut-être, j'ai pas les armes pour je saurais pas comment faire pour bien m'occuper d'un enfant et tout, et c'est ça qui ferait qu'on se dirait qu'on n'est pas prêt. Mais et c'est là où effectivement on pourrait se dire non, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut pas avoir, quoi, que je pense tous les parents développent au fur et à mesure. T'as dit qu'on avait peur de pas avoir les armes, et c'est peut-être pour ça que Macron il veut nous réarmer. Il va peut-être nous donner des petits livrets qui expliquent comment être parent. Ça va être la prochaine étape. Une petite distribution de livrets dans les boîtes aux lettres. Je disais que c'était un beau témoignage, et c'est intéressant aussi de voir que là aussi, même les discours ultra positifs sur la parentalité sont pas forcément ce qui va faire changer d'avis les personnes qui n'en veulent pas. Et je me disais ça parce qu'en ce moment, en France, je crois que vraiment un des podcasts qui marche le mieux, mais un des top 3 podcasts, c'est un podcast sur la maternité qui s'appelle Bliss, que beaucoup de Françaises, voulant des enfants ou pas, écoutent. Et c'est un podcast qui donne quand même une très belle image de la maternité, même si elle est très transparente et on parle de tous les problèmes qui peuvent arriver. Mais c'est quand même toujours un petit miracle quand un enfant arrive à la fin du récit. Et pour autant, la maternité n'augmente pas en France. Moi, ça me surprend. Parce que je me disais quand même, avec le marketing que Bliss fait pour ce parcours de maternité, ces parcours de maternité au pluriel, et de paternité d'ailleurs, ça parle aussi parfois de pères qui ont des enfants sans mère, il devrait y avoir un boom d'enfants. Et non, c'est pas le cas. Le nouveau baby boom. Et je pense que franchement... ça s'appellerait le Bliss boom. Clémentine Gallet, qui a créé Bliss, elle est bien plus puissante dans la propagande nataliste que Macron ne pourra jamais l'être, et pour autant la natalité ne remonte pas. Et c'est pas son but de faire de la propagande, mais je trouve qu'elle parle tellement joliment de la maternité, de la grossesse, etc., que ça pourrait donner envie. Voilà. Et pourtant ça ne remonte pas. Tout à fait. C'est vrai ça.
Moi aussi, j'écoute. Nous vous avons donc présenté 8 témoignages, 8 Françaises et Français qui ont parlé de leur désir d'enfant et ou de leur enfant qui est né. Et nous vous proposons avec Raphaël et Sybille de nous retrouver en bonus sur Patreon pour parler de nos propres désirs d'enfant ou pas. Et je voulais simplement faire un petit mot de conclusion avec notre traditionnel de quoi on rêve. Est-ce que Sybille, tu veux commencer ? Eh bien, je rêve tout simplement du fait que chacun puisse faire le choix qu'il souhaite par rapport à la parentalité, un choix le plus éclairé possible. Donc, c'est ce que permet justement cette libération de la parole à laquelle on assiste aujourd'hui, mais ce que ne permet pas les pressions sociales qui continuent à exister. Voilà, donc que chacun puisse choisir librement. Éventuellement, que les lois aident à devenir parents ceux qui ne le peuvent pas pour des raisons de santé, tout simplement. Voilà, parce qu'ils ont des obstacles, mais pas que le cadre politique rajoute une pression supplémentaire sur nos vies. Et toi, Raphaël ? Alors, ça va rejoindre un tout petit peu ce que vient de dire Sybille, mais que les gens puissent justement avoir la liberté de se concentrer sur leur envie personnelle, d'enfant ou pas, et que les injonctions de l'environnement diminuent d'une certaine façon. Qu'il y ait moins de discours, qu'on arrête de poser la question tout le temps à 30 ans, alors est-ce que tu vas avoir des enfants, etc. Qu'on laisse les gens tranquilles et tranquillement faire leur choix. Voilà. Et toi, Cécile ? Alors moi, je rêve d'un monde où la parentalité est effectivement un vrai choix, où on est des rôles modèles pour les gens qui n'en veulent pas, pour qu'on puisse aussi s'imaginer qu'une vie réussie, ça peut être aussi une vie sans enfants. Mais aussi pour ceux qui en veulent, qu'on les accompagne et qu'on leur donne la société dont ils ont envie pour accueillir leurs enfants. Et qu'on s'occupe de ces enfants aussi. Pas juste des parents, mais aussi des enfants. Et que ça ne soit plus un tabou d'en parler, qu'on puisse en parler plus librement avec nos proches, mais pas que. Et qu'on n'ait pas peur justement d'être jugé sur ces discussions-là. Et du coup, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont témoigné, parce que c'est pas un exercice facile tant dans le fait de participer à un épisode de podcast, mais aussi surtout sur le sujet. On dit souvent que l'intime est politique. Je pense que peut-être aujourd'hui, on l'a bien vu. Et j'espère que par cet épisode, justement, la parole a pu un petit peu se libérer. Comme à mon habitude aussi, j'ai aussi envie de remercier les personnes qui m'ont inspiré ce sujet de podcast, qui m'ont permis justement d'avoir envie de parler de ça et qui m'ont donné presque le courage de m'y atteler avec Raphaël et Sybille aujourd'hui. Notamment Bettina Zorli qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le temps du choix » sur du coup la maternité, mais aussi l'autrice Astrid Hureau-Deligny qui a écrit le livre sur le regret maternel, un des premiers livres justement qui aborde cette question. Mais aussi d'autres personnes comme Natacha Tourabi qui a un blog Éco-Vert et qui parle beaucoup de parentalité. Un compte Instagram, Devenir mère ou pas, qui propose les deux alternatives, justement. Et tu parlais de Bliss tout à l'heure, je voulais aussi faire référence, effectivement, parce que ça montre une pluralité, comme tu disais, des possibles, tout simplement. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur Patreon pour recevoir la transcription complète de cet épisode et recevoir des activités et des témoignages en exclusivité. N'hésitez pas non plus à nous envoyer votre témoignage si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou via notre site internet. Et si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français, donnez votre avis sur Apple Podcast et surtout, merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt.